Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, au petit matin, je poursuis ma découverte tardive de la filmographie de Monsieur Akira Kurosawa et j'embraye ainsi sans pression sur ce qui est probablement son film culte le plus connu dans le monde entier, qui a inspiré tant d'autres œuvres et cinéastes, Les 7 Samouraïs, sorti en 1954, 4 ans après Rashomon, qui fut ma porte d'entrée dans ce cinéma, j'en avais parlé il y a quelques semaines, et au casting, nous retrouvons déjà son acteur fétiche, Monsieur Toshiro Mifune, mais aussi l'expérimenté Takashi Shimura, qui la même année avait joué dans le Godzilla originel. C'est quand même amusant de voir que le cinéma japonais a proposé deux tels mastodontes à quelques semaines, mois d'intervalle. Il y a aussi Seiji Miyaguchi, Isao Kimura, citons aussi Keiko Tsushima pour le rôle féminin principal, quand même dans un métrage essentiellement composé d'hommes, puisque c'était un petit peu comme ça à l'époque aussi, et qu'on se retrouve dans une ambiance épique, médiévale, à la fin du XVIe siècle, où on va suivre des villageois qui sont menacés par des brigands, alors qu'il y a une sorte de guerre civile qui ravage le Japon, c'est pas très glorieux. Et alors qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux, certains veulent laisser faire mais survivre, d'autres veulent se battre, eh bien l'ancien du village va trancher et recommander le recrutement, si on veut, de quelques samouraïs. Il y en aura 7 donc, forcément, qui vont défendre les habitants contre ces méchants. Sauf que ça va pas être aussi simple. Déjà, le recrutement va être pénible et assez long, et les relations entre paysans et samouraïs ne sont pas aisées pour plein de diverses choses que je vais évoquer vite fait ici dans cette vidéo qui sera sans spoiler. Bon. Et ici on a forcément un film qui va partir en Shambhala avec quelques combats, mais aussi sur fond de guerre, le disais-je, c'est ça, et très humaniste, puisque sur les 3h27 de la narration globale, nous allons avoir des moments très psychologiques où nous allons pouvoir développer certains protagonistes, plus ou moins, mais voilà, c'est la force ici de Kurosawa. Et forcément, je suis content d'avoir enchaîné avec ce film après la découverte de Rashomon, parce que ce sont à la fois deux films très différents, mais qui se croisent et qui ont des points communs. Là où Rashomon était très condensé en 1h30, ici, voilà, c'est très large, et même au final, tu te dis que tu aurais pu en prendre encore pour une demi-heure ou une heure de plus, tant l'univers ici dépeint est passionnant, mais surtout, on finit par être complètement baigné dans une atmosphère absolue, entre survie, tentative de sauvetage, mais aussi drame ou autre espoir mélangé. Et c'est évidemment brillant. Le problème, je commence par ça, qui n'en est pas un d'ailleurs le problème, c'est que je ne l'ai vu qu'une fois. Et c'est clairement l'œuvre, enfin ce genre d'œuvre, qu'il faut apprécier avec le temps, le recul. Bon là ça va, je fais la vidéo le lendemain quand même, mais surtout au fil des relectures, parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement dense. Tous les détails comme cela que tu vas pas forcément relever la première fois vont, j'imagine, te sauter à la figure quelques années après. Cependant, malgré cela, malgré le fait que j'ai préféré Rashomon quand même, il y a ici quelque chose de tellement palpable et organique dans la façon dont Kurosawa a placé son œuvre, que ce soit sur la mise en scène ou le récit, que forcément je suis ressorti de là bluffé, déjà pour l'époque, mais j'avais dit la même chose pour Rashomon, techniquement c'est irréprochable, on voit que Kurosawa utilise toutes les libertés possibles de budget, et puis voilà, ce nouveau cinéma japonais qui renaît de ses cendres après la fin de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation ou de la pression américaine qui empêchait ce genre de film d'aventure, guerrier épique, jusqu'à Rashomon d'ailleurs. Et là, c'est voilà, l'explosion, on va dire, d'inspiration et de délire visuel en tout genre, à la fois bercé par une certaine tradition, des scènes en huis clos, de dialogue très théâtre no, ça surjoue, mais c'est ça qu'on aime aussi dans le cinéma asiatique, dans ce genre-là. Les émotions sont exacerbées, on est dans le drame, on est dans le regard, les gros plans et tout, puis en contrebalance derrière des moments d'ensemble, quand on est à l'extérieur, sur, entre guillemets, le champ de bataille qui n'en est pas un, c'est plutôt le village, mais voilà, les alentours. Il y a ce contraste-là qui est sans fin durant tout le film, qui te rend l'ensemble
superbement vif à regarder et qui te donne envie de le revoir presque une fois que c'est terminé, quoi. Bon. Et puisque je parlais de ces moments de gros plans et tout, les acteurs, actrices sont remarquables. Alors en préambule, je disais qu'il y avait peu de femmes mises en avant dans le film, mais il y en a deux, clairement, qui sont très importantes dans le récit. L'une, c'est la fille d'un villageois qui va être pas rasée, mais on va lui couper les cheveux pour qu'elle se fasse passer pour un garçon. Vous allez me dire pourquoi? Pour qu'elle défende le village avec les autres? Non, pour pas qu'elle soit la convoitise des samouraïs. Ça déjà c'est remarquable parce que ça montre que certains villageois se méfient de ces guerriers censés être nobles parce que les filles du village pourraient s'éprendre d'eux et on a ici clairement deux mondes qui s'opposent, je vais y revenir là-dessus. Donc ce personnage-là, et l'autre c'est la femme d'un des paysans. Je ne révèle pas son destin, mais c'est profondément déchirant, l'un des moments les plus dramatiques du film. Son destin funeste, bon oui, c'est pas un spoil, peu importe, de toute façon, on découvre le personnage sur le moment et on vit la chose à fond. Ce qu'elle va faire, le choix qu'elle va procéder, auquel elle va procéder, est absolument cruel, mais on comprend pourquoi. Hein. L'idée de déshonneur, c'est très propre à la société japonaise de l'époque et pas que. Donc voilà, il y a ces deux personnages-là, après c'est un univers d'hommes, forcément, puisque c'est surtout combattant, etc. Mais oui, et puis tout ce qui découle des samouraïs. Alors je ne vais pas développer le lore de chacun d'entre eux, sinon cette vidéo va faire 20 minutes et j'ai pas envie que ce soit le cas. On pourrait y revenir un jour sur ce film d'une autre manière. Mais je vais en retenir surtout 4 de samouraïs dans le film. Évidemment, le sensei, le plus âgé, joué par Takashi Shimura, qui est un peu le leader noble avec les codes d'honneur qu'il garde en lui, alors que les autres, ça dépend. Hein. Il y a ça, et on va dire son opposé, le fameux Kikushiro. Kikushiro, hein, c'est ça, c'est prononcé très rapide dans le film. Joué par Toshiro Mifune, un personnage fantasque, comique, mais aussi dramatique à la fois, parce que quand on apprend ce qui le ronge, on voit qu'il en fait des caisses justement pour oublier cela, qui est pas vraiment un samouraï, c'est une sorte de faux ronin, voilà. Mais alors, il est plus ou moins accepté par les autres, par la force des choses au début, puis il va tenter de s'intégrer d'une certaine manière, des actes héroïques ou pas, en reniant peut-être son passé, ou en embrassant un nouveau présent, un nouveau futur. Ce personnage est énorme, parce que oui, il est totalement exubérant, mais il montre beaucoup de choses, il est parfaitement dépeint par un acteur, mais d'un talent absolu. Et il y a aussi le jeune Katsushiro, qui veut suivre un petit peu les préceptes, d'abord du sensei qui s'appelle Kanbei, mais aussi après prendre en exemple un autre, donc ça c'est le quatrième qui m'a marqué, qui s'appelle Kyuzo, joué par Seiji Miyaguchi, pardon, qui lui, voilà, c'est le courage absolu. À un moment, il va faire un acte héroïque et Kakushiro est absolument béat d'admiration. Et ce jeune samouraï, qui est très important dans l'intrigue, parce qu'il est un peu naïf, qui va faire le pont avec les habitants en découvrant donc la fille du village, qui s'appelle Shino, celle qu'on a coupé les cheveux là. Il va se passer quelque chose entre eux, la romance interdite, clairement, et histoire très cruelle jusqu'à la conclusion, mais je ne révèle rien sur celle-ci. La mort n'est pas que cruauté, la cruauté n'est pas que mort dans le film. Hein. Tout le dernier acte, après la bataille finale, le prouve. Donc, voilà, on dépeint chaque samouraï, il y en a d'autres qu'on retient moins forcément, mais ils sont tous là et marquants. Et puis bien sûr, l'attente vers le combat, parce que ce n'est pas, hop, ils arrivent là, ils sont recrutés, déjà le recrutement prend du temps, d'abord il y a l'exposition du drame du village, les dissensions, parce qu'il y en a qui préféreraient limite se suicider ou laisser faire contre quelques maigres portions, alors qu'il y a les récoltes vont être pillées, d'autres qui veulent se battre, bon déjà, puis après le recrutement compliqué, parce que les samouraïs veulent pas vraiment, et puis il faut trouver les bons, et fou là là, ils arrivent à en avoir 7, et après donc... l'entraînement des villageois, la défense, et au compte-gouttes la bataille va avoir lieu, c'est-à-dire qu'ils vont avoir cette stratégie de faire venir plus ou moins un bandit après l'autre, parce qu'ils sont trop nombreux, avec tout un stratagème, et tout ceci va nous mener vers la bataille finale absolument extraordinaire, que je voyais d'ailleurs, je connaissais de réputation sous la pluie, la boue, conditions de tournage incroyables, mais qui est beaucoup plus bref que prévu, mais alors dans sa, j'allais dire, dans sa courtitude, donnons des mots nouveaux, c'est pas grave, eh bien elle est d'une intensité absolue. C'est limite dommage qu'elle soit pas plus longue, mais peu importe. De toute façon, vu comment ça a été tourné, ça a été compliqué peut-être de faire beaucoup plus, on va dire, sur la durée. Et ce n'est pas la fin du film. Après, il y a quelque chose pour la conclusion qui est remarquable, avec des compositions de plans extraordinaires. On voit la récolte, on voit les conséquences, avec certaines tombes, hein, évidemment.
Et puis donc le dessin cruel qui montre que ces deux univers, villageois, samouraïs, même s'ils vont finir par se respecter, et que malgré les dissensions ou les préjugés, eh bien ce n'est pas possible de relier les deux. Et c'est là où je disais que la cruauté n'est pas que dans la mort. Donc ça c'est fort. Merci Monsieur Kurosawa pour ça. Voilà, la musique aussi qu'on peut mentionner parce que... après je vais oublier des trucs, hein, c'est un pour ciné-critique, clairement des choses que j'avais en tête que je ne vais pas mentionner ici. Musique remarquable de Fumio Ayasaka, qui est marquante, qui baigne l'intrigue absolument. Bon, le côté technique, on va pas y revenir précisément, mais c'est fou, quoi. C'est la liberté de ce cinéma japonais-là, j'en parlais déjà, avec souvent des scènes tournées avec plusieurs caméras, ce qui était rare à l'époque. Il laissait faire les choses. Niveau montage, derrière, du coup, c'est avec une finesse absolue. Les décors, la photographie, ce noir et blanc. Il y a des moments qui se passent en forêt, ça rappelle Rashomon, voilà. Un peu de romance par-ci par-là, de la tension, des moments philosophiques réfléchis, de dialogue. C'est absolument richissime, et évidemment que le premier visionnage étant totalement insuffisant, je reverrai évidemment ce 7 samouraïs avec grand plaisir. Et je finirai évidemment, mais ça tout le monde le sait, sur le fait que non seulement ça a inspiré beaucoup de choses, George Lucas, par exemple, la saga Star Wars, on voit même les transitions comme ça. Il y a des trucs, c'est marrant, je me suis dit, ah bah oui, forcément, ça rappelle des souvenirs. Mais aussi le remake, plus ou moins, de John Sturges, Les 7 mercenaires, qui a lui-même eu un remake. Et ça tombe bien, je ne l'ai pas vu, Les 7 mercenaires. C'est génial, je préfère avoir découvert comme ça ce film-là avant de voir Les 7 mercenaires. L'inverse aurait peut-être été biaisant, je ne sais pas, après tout. Mais grand film, Les 7 samouraïs, certes, plus admiratif encore devant Rashomon, parce que bah, c'est antérieur, et puis... mais ce n'est qu'un premier visionnage. Je comprends que pour pas mal de gens, ce Brûlot soit le chef-d'œuvre de Kurosawa. Mais justement, dites-le dans les commentaires, est-ce que c'est votre Kurosawa préféré? Appréciez-vous les 7 samouraïs? En préférez-vous d'autres? J'en sais rien. Mais en tout cas, la section commentaires est ouverte. N'hésitez pas à préciser des choses que je n'ai pas pu dire ou que j'ai mal dites, c'est possible. Et je serai ravi de vous lire avec attention et bien sûr de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!